donnes le... Hein? J'explique au public francophone. Oui. Parce que c'est une langue d'exil, une langue d'accueil et une langue... notre deuxième langue. Des cultures, universalisme, internationalisme prolétaire aussi, plein de choses. Donc, complètement approprié pour nous et notre condition. Je suis couronné de la galette des rois parce qu'on célèbre à cause de manière calendrière, de manière par rapport au cycle de l'année, ça correspond au moment traditionnel dans lequel le roi mage adore l'enfant Jésus. Il y en a 3 magiciens qui ont aussi des lettres de noblesse puisqu'ils sont rois chacun. Ils appartiennent à un peuple où tout le monde est roi parce que la magie concède aux citoyens la qualité de roi dans sa maison. Donc ces 3 hommes astrologues, donc, et en observation astrologique ont compris la divinité des enfants et les adorent. Et prend le soin de faire un geste symbolique pour eux à un moment où le roi Hérode était en train de tuer les enfants. Voilà. Eh bien, nous appartenons à la même famille. Oui. Nous avons des ancêtres magicien justement parce qu'on avait pas roi. Nous avions évoqué la possibilité d'intituler de parler de la sorcellerie dans la famille et ce n'était pas là qui avait lieu des paroles mais la magie puisque ce qui nous a toujours aussi bien Isabelle Montero Díaz, ma tante par voie paternelle, c'est-à-dire la sœur de mon père, et de ma tante, mon autre tante Elena, est une des dépositaires de la mémoire de notre grand-mère, de ma grand-mère, de sa mère donc, et de la grand-mère d'Isabelle, qui serait ma bisaïeule. Ton arrière-grand-mère. Et là, il y a vraiment les personnages fantastiques. C'est là qui fait apparition le merveilleux dans notre mémoire familiale. Parce que cette grand-mère... Ah, oui, cette grand-mère avait une fonction dans le village où elle était, qui était de pratiquer la magie blanche. C'était comme ça qu'elle était reconnue, pas comme sorcière, mais comme faisant de la magie blanche, c'est-à-dire pour soigner, guérir, et qu'elle était vraiment reconnue. Elle avait commencé, quand elle était toute jeune, mariée, à pratiquer dans un rituel qui était assez étonnant. Et les gens pas seulement de son village, les gens des alentours, et même des gens qui avaient émigré en Allemagne, en France, faisaient appel à elle par courrier par rapport à des questions qui touchaient soit par exemple le fait qu'il souhaitait qu'on fasse disparaître des verrues qui apparaissaient dans le corps et qui parfois étaient... c'est une partie psychosomatique, je veux voilà. dire. Ça s'est passé dans le corps. Ça se passait dans le corps. Ça touche au côté de la magie qui touche à la guérison. Voilà.
Mais c'était vrai aussi chez les humains. Elle n'était pas consultée, par exemple, pour porter chance ou Non. porter bonheur ou des Non, choses non. comme ça Non. qu'on demande aux cartomanciens. Absolument Par exemple, pas. moi, j'ai travaillé en tant que Absolument cartomancien pas. Ouais. et on me demandait comment trouver l'amour ou des choses comme ça. Non. Elle était là, elle avait une fonction qui est très reconnue. D'ailleurs, Jeanne Favre-Saada parle de ça dans le bocage normand. Il y a des gens qui ont ce type de fonction, qui sont donc de pratiquer ce type de magie. Alors ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, chez les humains, ça concernait quasi exclusivement l'apparition de ces verrues qui parfois sont très inesthétiques, mais souvent elles sont douloureuses aussi, etc. Et donc elle savait les faire disparaître et elle était reconnue pour ça, et donc les gens faisaient beaucoup appel à elle pour ça, mais également pour, par exemple, faire disparaître chez les animaux des parasites qui finissaient par les tuer si on ne faisait rien. Certaines, pour les plantes par exemple, les vignes, les arbres fruitiers. De médecine traditionnelle. Médecine traditionnelle, il n'y avait pas de médecine du tout. C'est-à-dire que sa pratique n'était pas de donner à manger telle plante à l'animal, mais au contraire d'avoir un rituel. Ça passait par un rituel. Un rituel qui n'était pas un rituel de contact, qui était un rituel. C'est ça qui était très intéressant, c'est ça qui, moi, m'avait vraiment fascinée quand j'étais jeune et étudiante, parce que j'étais venue, elle avait accepté de me montrer ce qu'elle faisait exactement, quels étaient les mots qu'elle devait dire pendant ce rituel. Et c'était pas du tout dans le contact avec la personne. C'est pour ça que, par exemple, quelqu'un pouvait lui écrire depuis l'Allemagne ou la France en disant, voilà mon fils ou ma fille ou moi-même ou quelqu'un. On est, par exemple, suppose un exemple, couvert de verrues dans le visage, sur les mains, les pieds. Mais c'était des gens provenant aussi de Salamanque. C'est-à-dire qu'elle n'était pas consultée, comme on dit, des médiums ou des voyantes, par n'importe qui aurait entendu parler d'elle. Non, c'était les gens, c'était le bouche à oreille, c'est-à-dire c'était les gens de son village qui la connaissaient tous, et certains venaient lui demander des services de ce type, soit pour leurs animaux, soit pour leurs arbres, leurs vignes, les plantes, parce que... Donc elle opérait comme une délivrance par rapport aux parasites. Voilà. Par exemple, déjà, voilà. Tout ça, c'est pas réducteur. Ça, elle faisait disparaître, sans jamais être en contact avec les animaux ni les personnes, etc. Seulement en faisant un rituel dans lequel la nomination était très importante. Il fallait surtout pas qu'elle se trompe. C'était fascinant parce que je trouvais ça très proche de certains concepts psychanalytiques. C'est-à-dire que, par exemple, si elle se trompait de nom sur la personne ou de l'endroit du corps où cette chose que la personne voulait se faire enlever, ou même les animaux, et qu'elle se trompait parce qu'on lui avait donné une mauvaise information, ou parce qu'elle se trompait elle, etc., ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait, c'est-à-dire que c'était des questions qui touchaient à la véracité des signifiants. Il fallait que ce soit ça, et que ça ne soit pas, qu'il n'y ait pas de confusion. S'il y avait une confusion, ça ne marchait pas. Elle l'a eu, elle m'a raconté beaucoup de situations dans lesquelles... Donc le langage était central. Central. C'était sur la question des... Il y avait des plantes aussi qui faisaient partie du rituel. Oui. Il y a une partie botanique, une partie de connaissances. Il y avait une plante. Il y avait, par exemple, dans son rituel, il y avait une seule plante qui poussait autour de... À l'époque, il y en avait absolument partout, autour du village et dans les villages autour, etc. Il y en avait plein.
j'ai l'impression que ces plantes ont disparu, curieusement, parce que moi, quand je suis retournée plusieurs fois depuis... Elles sont parties peut-être. Il n'y en a plus. Elles sont parties, je ne sais pas où. Parce que je connais une plante dont les racines pouvaient se transformer en pieds presque virtuellement. Quelque part, son apparition et sa disparition étaient aussi mystérieuses qu'on dirait qu'elle était pour vous d'une volonté. La Kélidoine, qui est une plante répertoriée par le système de Linné, comment on dit en français? Linneo, la classification de Linneo. Linné. Mais Chelidonium majus. Le Chelidonium majus a une racine apparentée à la mandragore des magiciens. Et le Chelidonium majus, il fait apparition ou disparition dans les jardins selon les lois qui régissent la magie. Et je peux le voir parce que c'est au moment où j'ai fait des invocations que soit même dans mon jardin parisien, le Chelidonium majus se présente, ces personnes. Ces personnes dans la mesure où sa racine a une forme personnelle. Et là, je suis parti peut-être en dehors de notre de la Visailleule. Pour ton arrière-grand-mère, c'était... Pas arrière-grand-mère, Visailleule. Arrière-grand-mère, on dit en français. Ta grand-mère, c'est sa fille. Bon, ben, en créole, andalou, français, de l'albaïcin. On parle français à l'albaïcin, créolisé. C'est possible. En tout cas, elle avait... Ce qu'il faut que tu saches, parce que ça c'est une information manifestement que tu n'as pas, c'est qu'en réalité, ce rituel, c'est son père qui lui a enseigné. C'est pas sa mère, ça vient pas par les femmes. Là, en l'occurrence, elle, effectivement... Elle s'était fait mal par rapport au rituel. Comme on dit de Marie-Madeleine dans la tradition christique, qui dans l'évangile de Marie-Madeleine, le Christ lui dit tout est devenu mal. Par son pouvoir en tant qu'évangélisatrice. Donc Marie-Madeleine est une femme qui a adopté l'identité phallique quelque part, qui a reçu le phallus. En tout cas, effectivement, elle était d'une fratrie de, combien ils étaient, 7 ou 8 enfants. Elle était la fille aînée. Donc c'est le nom Diaz qui compte là, Diaz. Ta grand-mère n'était pas Diaz. Ta grand-mère était González. González Lanchas. González Lanchas. Et donc c'est de son côté González. González, c'était son père, et c'est son père qui avait fait la guerre de Cuba, qui a appris ça des Indiens, des Indiens ou des Africains. Va savoir, c'était Yoruba. Santeria. La Santeria, voilà. Santeria. Il a appris ça à Cuba. Oui. Voilà. Et il est revenu à Casillas, dans son village, et il a transmis à sa fille aînée. Il avait des tas de fils, mais c'est pas à eux qu'il a transmis, c'est à elle. C'est à sa fille aînée. Dans ce cas, il lui aurait transmis peut-être une portion particulière de la santeria, c'est-à-dire qu'il lui aura transmis... Moi, je ne saurais jamais exactement même si c'est porose ou si c'est une chose qui est modulable par la personne elle-même dans son parcours et son apprentissage, quelque part, c'est un peu comme dans une des observations anthropologiques qui ont été faites dans les bocages ou dans la France, en tout cas chez les paysans, on parlait de la différence entre avoir un secret. Un secret, c'est savoir, avoir un secret magique, c'est une chose très concrète, très particulière qui concerne la guérison d'un seul symptôme. Oui. Qu'on sait désamorcer tel ou tel symptôme de souffrance chez l'autre. Oui, en tout cas la santeria est sûrement beaucoup plus ample que ce que ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, enfin ma grand-mère à moi,
a appris de son père. Quand même, Ça, parce qu'il lui a appris ce qui était utile qu'elle sache pour disons, ce qu'elle pouvait faire dans le village. C'est-à-dire que je pense qu'il est probable que lui avait beaucoup plus de choses à transmettre éventuellement que ça, c'est possible. Mais il lui a transmis ça parce que c'était ça qui était utile. Tu vois? Et tu m'avais parlé, en étant petit, de manière très sérieuse, pas comme un conte de fées, mais tout simplement me parlant de passé familial. Déjà, quand j'étais adolescent, tu m'avais évoqué que, en fait, tu avais pris peur d'apprendre la magie avec elle, avec ta grand-mère, tel que tu n'avais pas voulu, selon ce que tu m'avais dit, ah, oui. sauf si tu l'as appris et que je le découvre maintenant. Mais tu m'avais dit que quand elle t'avait parlé d'une chose très concrète, c'est des loups-garous femelles, c'est-à-dire qu'elle disait que les loups qui descendaient de la montagne de Portugal mangeaient les moutons et les vaches de l'oncle Manolo, ou à l'époque c'était de ton grand-père, étaient des sorcières métamorphosées. Donc la croyance à la métamorphose. Ah ça oui, ça elle avait une croyance très très... Et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'elle ne voulait pas qu'on la confonde avec une sorcière. Parce qu'elle était persuadée... Elle faisait la différence, les sorcières sont, non, elles, sont... Voilà, sont... et moi quand j'étais enfant, peut-être que c'est ça dont je t'ai parlé, je ne me souviens plus, mais quand j'étais enfant, elle m'avait raconté qu'il y avait donc une femme dans le village qui vivait quand moi j'étais enfant, donc je la croisais, qui était une vraie sorcière, et qu'elle se transformait. Et que c'était quelqu'un qui était très dangereux, qui était... donc, quelque part, la magie méchante. Elle faisait de la magie noire. Méchante, oui. C'était de la magie noire. Magie et noire. Ça, elle m'a dit, moi, je fais tout pour éviter que... etc. Et donc, pour éviter qu'elle agisse, tu vois. Donc la métamorphose ne serait pas du tout une question... serait le signal de ces pouvoirs... maléfique, si on peut dire, ou de cette magie. Elle se transformait quand elle arrivait, et elle me racontait qu'elle l'avait vue transformée en tel ou tel animal de la ferme, etc. Mais et là, on ne savait pas devant un récit à clé, c'est-à-dire une manière de parler, c'est-à-dire que... Mais je peux comprendre un peu le principe parce que c'est le même principe de la possession. Oui. C'est-à-dire, de même que dans l'évangile traditionnel canonique de l'Église catholique, le Christ est censé à un moment donné, devant quelqu'un qui avait une possession démoniaque, faire passer les démons par un acte de parole de guérisseur de l'homme possédé, c'était un épileptique, quelqu'un qui avait une souffrance psychique. Et il fait passer son mal au cochon d'une ferme qui était à côté et qui soudainement se met à courir et se précipite dans le vide. Oui. C'est du même ordre. Ça doit être de cet ordre-là. Simplement, moi, j'étais même enfant, j'étais très sceptique face à... Je ne voulais pas croire à ça. Et que ça comporte que la réalité... Je me disais, moi, je réagissais en me disant, comme si elle était, elle, une enfant qui avait des croyances de ce type, tu vois. Oui. Je me disais quand même... Et que c'était toi l'adulte. Oui, et que j'étais l'adulte. C'était comme ça que je réagissais à l'époque. Et j'ai mis des années avant de lui demander réellement, parce que j'ai vu et j'ai su... J'ai eu des témoignages de gens, par exemple, une de mes tantes paternelles à Salamanque, toutes les sœurs de mon père habitaient à Salamanque, et ses frères aussi. Et mes tantes, qui étaient de l'âge de ta grand-mère, donc de ma mère, plus ou moins, tu vois, c'était ces générations, etc. Elles étaient elles considéraient que ça c'était des croyances de paysans. Par exemple, quand ma mère, à l'occasion, racontait qu'il y avait eu telle ou telle intervention de sa mère pour aider
telle personne, elle se moquait d'elle, elle disait, etc. Et une de mes tantes, donc ma tante, la sœur préférée de mon père, avait un fils qui était couvert de verrues. Et elle l'emmenait régulièrement, ce garçon qui était un peu plus âgé que moi, j'avais 7-8 ans, lui il devait avoir 10-12 ans, et l'emmenait régulièrement voir des médecins qui lui brûlaient les verrues dans les mains, qui cautérisaient, tu vois, qui brûlaient avec je ne me souviens plus quel était, si c'était de l'argent. Et d'abord c'était douloureux, et puis surtout les verrues repoussaient et se développaient. Et ce garçon était complètement recouvert de verrues. À l'époque, c'était une chose assez banale, hein, je dois dire. Aujourd'hui, je ne crois pas que les gens aient tellement de verrues, mais à l'époque, c'était assez banal. Je ne sais pas à quoi c'était réellement dû. Mais ce garçon souffrait beaucoup. Et sa mère, elle n'arrêtait pas de l'emmener pour qu'on lui brûle. Et ta grand-mère dit à sa belle-sœur, tu veux que ma mère s'en occupe, qu'elle lui fasse donc tomber elle contacte les garçons et lui parle... Non, sa mère, pas le garçon. Elle dit à ma tante, qui était très incrédule, elle lui dit, écoute, si tu es d'accord, j'en parle à ma mère pour qu'elle lui enlève les verrues. Il a dit, oh non, mais ça va pas, non, moi je n'en crois rien, c'est pas la peine, etc. Et quand même, ta grand-mère a décidé d'en parler à sa mère, parce qu'elle trouvait que c'était dommage pour ce garçon de souffrir comme ça. Et quelque temps après, donc sa mère fait le rituel habituel qu'elle faisait toujours, et quelque temps après, sa belle-sœur dit à ma mère, je ne sais pas comment, mais les verrues de un tel ont toutes disparu, toutes sont tombées. Donc, elle a bien fait le rituel, ça veut dire? Elle a fait le rituel et les verrues sont tombées. Et il n'y a plus eu besoin pour ce garçon d'aller voir. Et moi, des témoignages comme ça, j'en ai eu beaucoup. Ça veut dire que cette magie qui a été transmise par son père, oui, venant de Cuba, qui n'était pas une magie, malgré qu'on considère magie blanche, qui serait noire, anthropologiquement, je veux dire d'origine africaine. Oui, d'origine africaine probablement. Il y a là un secret qui marche, qu'elle a bien fait, un rituel qu'elle a bien suivi. Voilà. Donc ça comporte qu'elle devait avoir un savoir. Oui. Un savoir concernant sa pratique, parce que sinon, comment elle aurait pu bien le faire? Mais tous les gens qui lui écrivaient de l'Allemagne, de France, etc., c'était parce que ça marchait. Chaque fois qu'il lui demandait, ça marchait. Elle avait une connaissance. Donc, mais bien entendu. C'était pas un truc qu'elle faisait comme... C'est-à-dire parce qu'il y a aussi, disons que il y a des guérisons instinctives, c'est-à-dire que des choses qui peuvent quand les gens font eux-mêmes appel, on peut toujours penser que c'est un peu l'équivalent d'un placebo en matière tu vois, sauf que là, c'est une croyance, alors si c'est toi qui fais la demande. Sauf que dans le cas de ce garçon, lui n'a jamais rien su. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une conviction chez lui qu'on avait fait appel à quelque chose qui pouvait peut-être le guérir, et que par un effet comme ça de croyance, ça marchait. Lui ne le savait pas, puisque sa mère s'opposait au départ, elle avait dit non, pas question, moi je l'emmène chez le médecin. En psychanalyse à l'appui, on sait que quelque part, même quand on n'a pas été communiqué de quelque chose, on a un peu dans l'inconscient, les choses passent. Oui. La langue, mais bon. Les vérités se savent même sans besoin d'être dites. Oui, sauf que là, ça serait, je veux dire, oui, un certain type de vérité. Celle-là, je ne le mets pas sur le même plan que des vérités qui concernent effectivement... lui, ça concernait sa guérison déjà. Lui, mais lui, il n'était même pas partie prenante, il n'était pas là quand les deux femmes ont parlé. Donc il a reçu que le bon, c'est-à-dire qu'il s'est libéré de ses postures. Sa mère, qui ne croyait pas, a dit à ma mère, mais c'est incroyable, tout est tombé en même temps,
C'est-à-dire que le rituel que pratiquait ta grand-mère, puisque moi je suis allée avec elle pour qu'elle me montre ce qu'elle faisait, ça consistait en quoi? Ça c'est ce qu'on trouve, paraît-il, dans tous les cas de ce type de pratique qui n'est pas de la magie de contact, mais la magie, comment est-ce qu'on peut considérer, c'est du... Il y a une expression pour définir ce type d'action. Donc elle partait par exemple à 5 heures du matin en été. Il fallait qu'elle parte de chez elle avant que le soleil soit totalement levé. Donc elle partait en général vers 5 heures du matin. Et elle allait chercher cette plante dont je te parle, que moi je crois, elle a pratiquement disparu. En tout cas, on en voit beaucoup moins que quand moi j'étais enfant. On en voyait beaucoup. Qu'elle appelait Guadapero, qui pour moi est un nom d'origine, c'est pas un nom castillan, Guadapero, ça a une espèce de sonorité qui évoque plutôt une langue, alors je ne sais pas si c'est son... Je sais pas, on n'a jamais trouvé, on a cherché, ton père et moi d'ailleurs, pour savoir d'où venait ce nom, qu'est-ce que ça désignait exactement, et je crois qu'on n'a même pas trouvé cette plante appelée Guadapero par ma grand-mère, qui était une plante qui poussait absolument dans les champs de façon sauvage, jaune, avec des fleurs jaunes, et qui pouvait avoir 1 mètre, tu vois, de hauteur à peu près, etc. Et donc il fallait qu'elle se lève très tôt, qu'elle aille auprès d'une de ces plantes et qu'elle fasse donc une sorte de... qu'elle s'adresse à cette plante comme sans doute que c'est ça qui se pratique dans les santeries. Elle s'adressait à la plante comme s'il s'agissait d'une personne. Et elle disait « Buenos días, santo varón, buscándote estaba yo ». Et ça, c'est la formule d'entrée en relation avec la plante. C'était ça. Donc, une fois qu'elle s'était mise devant la plante, elle commençait à lui parler. Par exemple, si c'était telle personne qui l'avait consultée parce que sa vache était en train de mourir et qu'elle s'était aperçue qu'elle ne s'alimentait plus que ceci ou que cela, enfin bon, bref, tu vois, que ce soit la vache, le cheval ou je sais pas quoi. Et donc, elle disait, voilà, elle devait présenter l'animal, ou s'il s'agissait des verrues pour les personnes, mais elle devait donner une identité sans se tromper en quoi que ce soit. S'il s'agissait de, par exemple, dire la vache de un tel, il fallait qu'elle donne le nom, le prénom d'un tel. Et qu'elle dise, enfin, tu vois, il fallait vraiment que ce soit, qu'il n'y ait pas de confusion possible. Parce que comme dans un contrat diplomatique. Oui, il fallait que tout soit absolument véridique. Et donc, une fois qu'elle avait présenté... C'est la vérité qui... Et je crois, parce qu'elle a eu beaucoup... Chaque fois qu'on lui disait « ça n'a pas marché », on venait la revoir 1 mois après en disant « écoute, ça n'a pas marché du tout », et elle disait « bon, alors, redis-moi, tu m'as dit que... » Et il y avait toujours une erreur. Et ma grand-mère disait « tu m'as pas dit que... etc. Donc, il faut que je recommence, mais en corrigeant, parce que tu ne m'avais pas dit, ou ce que j'ai noté, c'était pas tout à fait ça. » Et elle recommençait et ça marchait. Tu vois, comme si le fait... Et si elle se trompait de nom, naturellement, ça ne marchait pas. Si elle la manière dont elle salue le Guadapero. Si. C'est Santo Varón. Santo Varón. D'accord. C'était donc une... les salue en tant que plante... En tant que plante masculine. Masculine. Voilà, en tant que plante masculine. Et donc, elle présentait la situation de la personne, et donc si c'était son animal, ou etc., ou ses plantes, tout ça. Si elle avait des arbres fruitiers qui étaient envahis par je ne sais quel type de vermine. Et comme à l'époque on n'utilisait pas toutes ces choses qui sont arrivées beaucoup plus tard, l'azote ou des choses de ce genre, qui polluaient en plus, mais donc il fallait qu'elle dise les 3 pommiers, les machins, tu vois,
ça devait être précis et exact. Sinon, pas de possibilité que ça marche. Et une fois qu'elle avait fait ça, elle arrachait la plante, le Santo Varón en question. L'enregistrement vidéo a été arrêté automatiquement. Pourquoi? Bueno. Attends, mais je vais essayer de... J'aimerais bien que... Tu peux répéter le moment où elle a, à partir de l'arrachement. Donc elle arrache la plante, qu'elle jette par-dessus son épaule, et elle doit partir, donc elle doit être située au moment où le rituel commence, elle doit être en train de tourner le dos au soleil, qui commence à se lever, puisqu'elle est partie très tôt, avant qu'il ne se lève. Et donc elle doit avoir le soleil dans le dos. Elle arrache la plante, elle la jette par-dessus son épaule, et elle s'en va directement chez elle. Et ça prend un certain temps, parce qu'il faut qu'elle saute des petits murets, parce que tout ça, ces plantes... Oui, parce qu'en plus, elle était partie dans la recherche de Santo Varón, buscando te estaba yo, j'étais en train de te chercher, parce qu'il y a un hyperbâton, en plus il y a une altération de l'ordre de la langue, qui est propre au poète. Au poète, donc, et au poète, et aux langues sacrées, à la langue sacrée. Voilà. Donc, et donc, une fois qu'elle avait fait ça, elle était comme... ça, elle le disait, et moi je l'ai éprouvé quand je l'ai accompagnée, quand j'étais déjà étudiante à la fac à ce moment-là, et j'avais pris au sérieux, parce qu'avant, quand elle m'en parlait, j'étais, comme je disais tout à l'heure, très, très, très sceptique, je ne voulais pas la croire, je me disais oui, bon. J'étais un peu cartésienne avant de... tu vois, avant l'heure. Et là je l'ai accompagnée. Et elle m'avait toujours dit qu'une fois qu'elle rentrait chez elle, elle était épuisée, comme si elle avait dépensé une énergie anormale. C'est d'ailleurs pour ça que ma mère, donc ta grand-mère, ne voulait pas qu'elle continue à faire ses rituels quand elle était très âgée. Parce qu'elle disait, un de ces jours, on va la retrouver morte sur le chemin, parce qu'elle dépense une telle énergie chaque fois qu'elle fait ses rituels, qu'elle n'aura pas la force de rentrer, on va la retrouver morte comme ça. Cette énergie vient du fait d'opérer là en égard de ces... Parce que c'est-à-dire, ce qu'elle fait, si en parlant à la plante, qui serait une sorte de mandragore, c'est-à-dire des plantes anthropomorphes, avec un pouvoir anthropomorphe, voilà. Et en plus une sainteté. C'est-à-dire que c'est et tu vois, pour finir avec le fait que ceux qui, selon elle, étaient agissants, en dehors du fait qu'il ne fallait pas qu'il ait la moindre erreur, c'est-à-dire que tout soit parfaitement exact dans la nomination, dans la définition, dans la localisation, etc. Ceux qui étaient agissants, c'est ça qu'elle m'avait expliqué, c'est que les verrues, les parasites, tout ça, tombaient quand la plante se desséchait. Cette plante qu'elle avait arrachée et qu'elle avait jetée comme ça, elle ne savait pas où elle tombait. Elle finissait dans les jours qui suivaient, parce que c'était en général en été, il faisait très chaud, elle se desséchait. Et c'était là que les verrues tombaient. Moi, elle m'en a enlevé, hein, donc c'est pour ça que je sais que ça marchait. Je lui ai demandé une fois de le faire et ma verrue a disparu. Et dans cette histoire, même l'apparition de la verrue est aussi mystérieuse que sa disparition. Hein? Oui, ah oui, c'est très, très curieux. Parce que ces verrues qui affectaient à l'époque tellement de monde, comment on les identifie en tant qu'affection dermatologique après ça? C'est une carence peut-être d'une vitamine quelconque, tu sais, je finis par penser des choses. Mais dans ces cas, il aurait suffi qu'il prenne la vitamine. Non, mais attends, qui pouvait faire ce diagnostic à l'époque? Personne. Mais c'est une hypothèse que moi je fais aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y avait à l'époque, de la même manière qu'il y avait beaucoup si tu veux, tu sais, ces maladies, par exemple, les gens qui avaient un problème... Le goitre. Voilà, ou des choses comme ça. Ce sont des maladies qui sont en rapport avec des carences de tel ou tel type, mais que personne, en tout cas dans les campagnes,
ne pouvaient faire les Qui diagnostics. était lié à la fatalité de la misère aussi. Voilà, c'était comme ça. On avait des goitres, on avait telle ou telle chose, on avait des verrues partout dans le corps, etc. Selon les gens. Et donc, mes personnes ne pouvaient... et j'imagine que l'alimentation étant très différente avec... l'alimentation, c'est ce qui c'était bio, traditionnel. Oui, c'était très... Oui, non, mais les gens... Mais ils ne mangeaient pas à leur faim, les gens. Je te parle d'une époque... moi, j'étais enfant, c'était quelques années après la fin de la guerre d'Espagne. Les gens étaient très pauvres. Juste aux pommes de terre. Ils mangeaient très peu, parce que même s'ils avaient des terres, ça leur permettait de faire du troc et d'avoir des choses qu'ils ne cultivaient pas pour avoir à peu près... Ils mangeaient quand même, mais je pense qu'il y avait un certain nombre de choses qui manquaient à l'alimentation, en tout cas dans les campagnes, ça c'est sûr, mais pas seulement. À un autre moment, oui. Elle était, oui, on peut dire, moi, elle me faisait beaucoup penser. Elle disait, quand le curé du village lui reprochait de ne pas aller à la messe, alors qu'elle n'était pas, à mon sens, elle n'était pas vraiment athée, mais elle n'allait pas à la messe, et elle disait un peu ce que disait Sainte Thérèse, Dios está entre los pucheros. Elle disait pas ça comme ça, mais elle disait, mais Dios sabe bien donde estoy yo, si tengo cosas que hacer, Dios sabe perfectamente donde estoy. Entonces, a mí me recordaba eso, la tige, une grosse tige qui sort de la terre, qui est puissante, tu vois, et qui se termine par les fleurs, mais qui a quelque chose de puissant quand tu la vois. C'est bizarre, ça ressemble beaucoup au bouillon blanc, ce que tu me décris, mais je te l'ai montré. Et donc, ce qui est idiot, c'est que là j'ai trouvé ce truc avec